de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 18 directives pour une rentrée scolaire réussie. Le conseil interministériel sur la rentrée scolaire s'est tenu ce vendredi. Il a été présidé par le chef du gouvernement. Inondation à Kunungalap. L'apparition de reptiles hante le sommeil des riverains. À cela s'ajoute l'impraticabilité des routes. Les opérations de pompage auparavant initiées ont été arrêtées sans justificatif, laissant les habitants dans le désarroi. Le plan blanc, un plan d'urgence déclenché à l'hôpital Idrissa Pouye pour secourir les victimes de l'explosion de gaz survenue à Dieuppeul. 11 blessés graves y avaient été acheminés, 7 ont succombé à leurs blessures. L'hôpital ne disposant pas d'unité spéciale pour les grands brûlés, l'équipe médicale avoue avoir fait son maximum. 45e AG de l'UCS, l'Union du clergé sénégalais. Pas moins de 200 prêtres ont assisté à la cérémonie marquant le cinquantenaire de l'Union. L'événement a été clôturé par une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, ces 18 directives issues du Conseil interministériel sur la rentrée scolaire. Un conseil tenu ce vendredi. Ces mesures doivent apporter les correctifs nécessaires aux manquements constatés à travers les différents établissements au niveau national. Plus de 1000 établissements sont concernés, dont 267 écoles qui ne disposent pas d'eau et 473 autres dépourvu de toilettes. Le compte-rendu de ce conseil interministériel, c'est avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. Des heures de concertation en huis clos, le gouvernement met sur la table 18 points pour assurer une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Mettre à niveau les structures d'éducation et de formation inondées ou endommagées, diligenter la mise à disposition de tout le personnel et procéder à un recrutement spécial le cas échéant. Troisièmement, mettre à disposition des écoles et établissements les fournitures scolaires. Quatrièmement, poursuivre la mise en œuvre de la politique de l'utilisation des langues nationales à l'école. Cinquièmement, accélérer la mise en œuvre des 14 décisions présidentielles sur les DARA. Accélérer la mise en œuvre du programme national de remplacement des abris provisoires. Auparavant, le ministre de l'Éducation nationale avait fait la situation des écoles, dressant un tableau assez sombre dans certains établissements, notamment en matière d'équipement, d'hygiène et d'électricité. Sir Oumar Anne. En ce qui concerne l'état des infrastructures, 513 écoles et établissements publics n'ont pas de murs de clôture, 267 n'ont pas d'eau, 785 n'ont pas d'électricité et 473 ne disposent pas de latrines. Pour les équipements, il a été noté un déficit en tablement, en matériel de reprographie et en matériel informatique. Pour le personnel, on constate un déficit cumulé. Plusieurs acteurs de l'éducation ont pris part à ce conseil interministériel consacré à la rentrée 2023-2024. La directrice de la case des tout-petits ayant pris part à ce conseil interministériel se dit rassurée par ces 18 mesures prises par le gouvernement dans la mesure où le sous-secteur qu'elle dirige va en bénéficier. Je vous propose d'écouter Maïmouna Sissoko Khouma au micro d'Abdou Diouf Diagne. Préscolaire avec l'engagement des maires des localités comme Kolda, Saint-Louis et Louga. Et pour le volet éducation, véritablement, l'agence travaille avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous accompagne pour la mise à disposition du personnel. Mais pour ce qui concerne les autres volets, santé, nutrition, nous sommes en train de travailler avec les directeurs concernés, véritablement. Et vous avez vu que le Premier ministre a pris des directives importantes, 18 directives qui vont être soumises au niveau du Conseil des ministres à l'appréciation du président de la République pour validation. Et je souhaite à tous les acteurs une bonne rentrée scolaire. À quelques jours de la rentrée scolaire à Saint-Louis, les eaux pluviales envahissent encore certaines écoles. C'est le cas au lycée Charles de Gaulle où les sapeurs-pompiers tentent d'évacuer les flaques d'eau. Le proviseur dit compter sur l'accompagnement des autorités pour une rentrée scolaire en toute sérénité. Le point, c'est avec Ousseynou Diop. Avec les sapeurs-pompiers, nous sommes en train de vider l'eau vraiment de l'établissement.
Nous sommes en train de chasser l'eau, ils sont en train de pomper depuis hier. Ils sont à pied d'œuvre vraiment pour faire sortir l'eau. L'inondation et qu'il y ait une excellente rentrée scolaire. Nous sommes en train de nous préparer, en tout cas en conséquence, pour voir comment rendre cela possible. Nous n'avons pas les données prévisionnelles, mais de toute façon, ça rassure déjà le fait que la sapeur soit là, en train de pomper l'eau pour vider ça de l'établissement. Et nous sommes à pied d'œuvre pour essayer de voir si nous pouvons avoir quelques camions de sable pour remblayer, nettoyer, embellir. Ça peut rendre délicate la rentrée scolaire, mais cela nous handicape pas. Parlons à présent de cette mobilisation des chargés de cours pour réclamer un meilleur traitement de la part des autorités de l'éducation nationale. Face à la presse, ces enseignants parlent d'une discrimination dans la sélection de leurs dossiers. Nous écoutons les précisions de Ndiogu Djen, coordonnateur du collectif des chargés de cours. Ces propos ont été recueillis par Pape Faragning et Alun Diagne. Bon, aujourd'hui, nous sommes ici à la FASTEF pour encore tutoyer sur notre sort. Le gouvernement récemment a sorti une note demandant aux chargés de cours d'aller au niveau de Mirador, y mettre leur matricule pour eux-mêmes vérifier est-ce qu'ils ont été sélectionnés. Déjà, il y a un problème parce qu'il y a suspicion sur quels critères certains chargés de cours ont été sélectionnés alors que d'autres ont été encore une fois lésés. Récemment, hier, ils ont sorti une liste, mais par académie. Et sur ces listes, il est très difficile, voire même impossible, de comprendre les critères de sélection. Et je dis, je signe et je persiste. À ce rythme, beaucoup de chargés de cours risquent d'aller à la retraite sans être formés ou d'être rétrogradés. Sur ce, nous demandons la formation de tous les chargés de cours dans les plus brefs délais. À défaut, bientôt la rentrée. Déjà, nous sommes en ordre de bataille. Et je dis, je répète, déjà, pendant les vacances, nous nous sommes constitués pour faire des manifestations. Dès la rentrée, nous allons entrer en danse. Et ce qui est certain, si l'enseignant est démotivé, bonjour les dégâts, c'est l'enseignant. À présent, des nouvelles des victimes de l'explosion de gaz survenue à Dieuppeul. Vous le savez, 7 parmi les 11 victimes acheminées à l'hôpital ont succombé à leurs blessures. 4 sont actuellement dans un état grave. L'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, qui ne dispose pas d'unité spéciale pour la prise en charge des grands brûlés, a dû déclencher le plan blanc, son plan d'urgence. Mais face à des brûlés à plus de 70 degrés, évacués qui plus est à bord de véhicules particuliers, les chances de survie étaient quand même assez minces. Immersion au sein de cet hôpital avec nos reporters Mamadou Fall et Amadou Ba. Hôpital Idriss Pouye ex-CTO, c'est ici qu'on a acheminé dans un premier temps les 11 brûlés par une explosion d'une bonbonne de gaz. Ici, tout le personnel était mobilisé pour la prise en charge des victimes, pourtant une structure qui n'est pas spécialisée pour la gestion des grands brûlés. L'hôpital avait reçu un afflux de brûlés massifs et l'hôpital avait bien répondu présent. Donc on a eu à déclencher le plan blanc parce que le dispositif était huilé. On a fait recours aux ressources humaines parce que la prise en charge est multidisciplinaire. Il n'y a pas eu d'avertissement, on ne nous a pas avertis. Donc ils sont venus, tout à coup on a vu 11 brûlés, dont presque 6-7 graves arrivés d'emblée. Donc je pense qu'il y avait juste une ambulance de sapeurs. Les autres descendaient des voitures, des véhicules. On a eu un afflux massif de blessés graves en même temps, sans être avisés. Le SAMU n'a pas appelé, les sapeurs n'ont pas appelé. Mais devant l'état des patients, on a dû se débrouiller rapidement. Donc dès qu'ils sont arrivés, on n'avait pas encore de brancard. 8 des 11 ont eu des brûlures de plus de 80 degrés, mais n'empêche, il fallait faire le nécessaire. Plus graves qui ont été acheminés en réanimation et ils étaient brûlés, l'un à 70%, l'autre à plus de 80%. Le troisième était brûlé à aussi environ 70%. 11 qui sont venus, 9 ont bénéficié des pansements locaux au bloc opératoire sous anesthésie générale. Maintenant, bien sûr qu'initialement, on a essayé de trier parce que tout simplement, les brûlés. Le nécessaire a permis de stabiliser 3 des 11. Actuellement, nous avons 3 brûlés qui ne sont pas graves, qui sont ici au niveau du SAU, hospitalisés dans cette salle. Donc, il y en a 3. Donc, il y a une qui a 11 ans. L'autre 16 ans, c'est-à-dire 2 mineurs,
et un de 23 ans. C'était un drame. On est là depuis des années, on n'a jamais eu à voir ce genre de situation. La gestion des grands brûlés semble poser d'énormes problèmes au Sénégal. À Dakar, il existe une seule unité logée à l'hôpital principal avec une capacité de 4 lits. En attendant la matérialisation du centre des grands brûlés, un projet à l'État jusque-là, il urge de renforcer l'existant. Et Idriss Pouye est la structure indiquée. Nous, on souhaiterait avoir une unité où on les isole et qu'on puisse les prendre en charge correctement, avec tous les moyens que cela va nécessiter. Normalement, chaque malade doit être isolé dans une cabine séparée avec des moyens de protection et un personnel aussi dédié. Le drame de Dieuppeul-Derklé doit faire réagir l'État du Sénégal qui, malgré des milliards injectés dans la réalisation des structures sanitaires comme Touba, Kaffrine, Sédhiou, etc., semble peiner à mettre sur pied ces centres estimés à 30 milliards de francs CFA. La gestion des grands brûlés demeure une urgence au Sénégal. Prévention contre la fièvre chikungunya. Ziguinchor n'a pas enregistré de cas confirmés jusqu'ici, mais la direction régionale de la santé a malgré tout mis en place un dispositif de surveillance et un site sentinelle pour identifier et éventuellement notifier les cas suspects. Au même moment, les équipes sanitaires sont aussi formées et préparées à faire face à tout cas confirmé. Assurance est mise lors de la rencontre consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre du programme, un programme dont le titre est Investir dans la santé de la mère et de l'enfant. Lamine Ba et Lamine Mandian pour les détails. La région de Ziguinchor n'a pour l'instant pas enregistré de cas confirmés de chikungunya. Mais n'empêche, la direction régionale de la santé a pris les devants pour faciliter l'identification et la notification de tout cas confirmé. Un site sentinelle est érigé au niveau d'un des postes de santé, explique Dr Youssouf Tine, directeur régional de la santé de Ziguinchor. Au niveau de la région de Ziguinchor, le site sentinelle est au niveau du poste de santé de Saint-Jean. Et les équipes au niveau des districts et des centres de santé ont été formées pour pouvoir identifier et faire la notification vraiment de tout cas qui est identifié au niveau de leur zone de responsabilité. Ce qui fait que cette surveillance, vraiment, elle est faite. Et on touche du bois jusqu'à aujourd'hui, quand même, au niveau de la région, on n'a pas encore de cas de chikungunya. Le directeur régional de la santé de Ziguinchor s'exprimait lors d'une rencontre consacrée à l'évaluation du projet Investir sur la santé de la mère et de l'enfant. Le patron de la santé de Ziguinchor parle d'un programme qui a sensiblement contribué à améliorer les conditions de prise en charge au niveau des structures sanitaires de la région. Nous avons reçu une dotation considérable en termes de lits, d'hospitalisation, de boîtes d'accouchement, mais également de matériel pour la prise en charge au niveau des structures de soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Nous avons aussi des blocs opératoires qui aujourd'hui étaient en état de délabrement avancé, mais avec le projet qui a permis la réhabilitation aujourd'hui de ces blocs SONU. La gestion des déchets biomédicaux aussi n'est pas en rade parce qu'il y a des banaliseurs 2 qui ont été en tout cas mis à la disposition de la région. Un sera installé au niveau du centre de santé de Bignonnet et un autre au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. En dehors de ces banaliseurs également, des groupes électrogènes ont été achetés. Électrification de 5 postes de santé qui le plus souvent c'est des postes de santé insulaires qui ont des difficultés dans vraiment l'électrification. Mais également aujourd'hui, toujours par rapport à ces équipements, des unités de néonatologie ont été entièrement équipées au niveau des 2 EPS de la région. La délégation de la Banque mondiale, bailleur du projet, a dressé un satisfait sur les modalités de mise en œuvre du projet et s'engage à porter le plaidoyer pour la poursuite des équipements des structures sanitaires de la région. À présent, ce cri de cœur des populations de la cité de Kounoun Ngalap, située juste après la base de la marine française. Le quartier, comme vous le voyez sur ces images, patauge dans les eaux. Conséquence, apparition de reptiles, récurrence de maladies. Et ce n'est pas tout. La mobilité est pratiquement réduite. Les opérations de pompage sont arrêtées sans aucun justificatif. Suivons le témoignage de quelques riverains de ce quartier. Il s'exprime au micro de Fatoumata Touré. Assaillie par les eaux pluviales, la cité Ankar 2 patauge. Nous sommes à Kounoun.
Dans cette localité, les populations crient le ras-le-bol. La cohabitation avec les eaux de pluie, devenue un calvaire, mais aussi un danger permanent pour les occupants de la cité. Je ne peux même pas aller en toute quiétude au marché à cause de ces eaux stagnantes depuis des semaines. Aujourd'hui, quand je suis sortie pour faire mes courses, j'ai aperçu un gros serpent dans l'eau. C'était terrifiant. J'ai rebroussé chemin de suite. Nous sommes vraiment fatigués. Je dois aller faire des achats pour le dîner, mais je crains pour ma sécurité. Les maisons sont inondées. À cela s'ajoute la présence des moustiques. Nous ne pouvons plus vaquer à nos occupations. Nous ne pouvons plus aller, même au marché, à la boutique pour acheter de quoi nous nourrir. Et c'est très difficile car cela attire beaucoup les moustiques, les bestioles et toutes sortes d'animaux. Nous avons aussi des serpents ici. Le quartier n'est plus sécurisé pour nos enfants. Outre l'aspect sécurité, la mobilité pose un sérieux problème. Vaquer convenablement à ses occupations est devenu quasi impossible dans la cité. Toutes les maisons sont dans les eaux. Nous voulons aller au boulot, mais impossible. La mobilité est complètement réduite. Nous sommes obligés de prendre des charrettes pour nos déplacements. Plongées dans le désarroi, ces populations interpellent les autorités pour que solution soit vite trouvée. Ceci est un appel à l'aide au président Macky Sall. Nous vous demandons de nous aider à pouvoir vivre dans de meilleures conditions car cela est très difficile pour nous. Depuis des semaines, les habitants de la cité en quart d'heure sont dans les eaux. Ils lancent un cri du cœur et espèrent une solution urgente à leur calvaire. Et même décor à quartier face Chertidjane à Medina Bay, un quartier qui patauge également dans les eaux, une situation qui a entraîné la suspension des apprentissages au niveau de certaines écoles coraniques. Les conséquences plutôt sur le plan sanitaire sont énormes et sur place, le chef de l'État Macky Sall est également interpellé, Ousmane Dem. Les habitants de Fass Chertidjane ne dorment plus du sommeil du juste. J'ai trouvé des concessions qui pataugent dans les eaux de pluie. Dans ces maisons, on y trouve des enfants qui doivent étudier, mais ils ont des difficultés pour faire tout cela. Dans ce quartier, on y trouve plusieurs écoles coraniques. Les apprentissages ont cessé à cause des inondations. Nous vivons une situation très difficile avec ces inondations. Depuis quelque temps, nous avons suspendu les apprentissages dans nos écoles coraniques. Les conséquences sur le plan sanitaire sont énormes. Beaucoup de nos apprenants sont malades. Nous sommes au contact des eaux nauséabondes. C'est vraiment difficile. Face à cette situation, le chef de l'État Macky Sall est interpellé. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. J'interpelle solennellement le président Macky Sall. Les habitants de ce quartier souffrent le martyre à cause de ces inondations. Ils ont besoin d'aide et d'assistance. Je vous demande, président Macky Sall, de nous aider à mettre fin à cette situation. Nous sollicitons l'assainissement de ce quartier avec des canalisations avant le Gamou de Taïba Niassène. À quelques jours du Gamou, les habitants de ce quartier niché dans la cité religieuse de Medina Bay se demandent s'ils seront en mesure d'accueillir leurs hôtes dans de bonnes conditions. Et en réponse à ces questions liées aux inondations, le ministre Serigne Mbaye Thiam annonce que le complément du financement de 4 milliards destiné à la lutte contre les inondations à Kaolack est disponible. Selon lui, l'argent a été remis à l'ONAS qui devra démarrer les travaux qui permettront de soulager très bientôt les impactés. Serigne Mbaye Thiam était en tournée à Kaolack. Nous le retrouvons au micro d'Ousmane Dem. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'au niveau de la lutte contre les inondations, des actions sont en cours, notamment à Tchofak, où il y a un bassin avec une station de pompage. Ça sont les actions de lutte. Et nous avons visité aussi la bande d'Aouzou,
qui fait partie du projet d'assainissement des 10 villes. Et j'ai informé que le financement complémentaire de 4,5 milliards qui doit permettre la poursuite de ce programme est obtenu. L'ordre de service a été donné à l'entreprise et les travaux devront reprendre. Les travaux qu'on va réaliser au niveau de la bande d'Aouzou auront un impact sur le quartier Tanba qui connaît des difficultés. Mais pour ce quartier en particulier, des études plus approfondies seront menées pour voir quelles sont les mesures structurelles à prendre. Parlons à présent de ces travailleurs de la Croix-Rouge qui sont montés au créneau après être restés 2 mois sans salaire, mais également sans paiement d'indemnité de départ à la retraite. Face à la presse, ils se sont dit outrés. Le mode de recrutement dénoncé, ils interpellent l'État pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Des négociations sérieuses sont exigées et Angèle Kamoni est secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise. Elle s'exprime au micro d'Amadouba. Depuis 2 mois et demi, les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise sont restés sans salaire, sans aucune explication valable venant de la direction générale. Ces retards récurrents de salaire sont le résultat d'une mauvaise politique de recrutement et une gestion irrationnelle des ressources financières de la structure. En effet, malgré le recrutement d'une 30aine d'agents de la fonction publique par l'État du Sénégal pour alléger considérablement les charges de la Croix-Rouge, Madame la Présidente et son équipe ont profité de cette occasion pour recruter de nouveaux agents, non indispensables avec des salaires très élevés et non soutenables par l'institution. À cela, s'ajoute le non-paiement des indemnités de départ à la retraite dues aux travailleurs de la Croix-Rouge, qui sont admis à la retraite depuis plusieurs mois. Le 7 Croix-Rouge dénonce la vente d'une partie de patrimoine de la Croix-Rouge, groupes électrogènes et autres matériels d'intervention. En dehors d'une commission où les travailleurs devraient être représentés et en violation de la réglementation qui exige une vente aux enchères. À Kédougou, une étude portant sur l'indice genre dévoile que les femmes ne profitent pas assez du secteur minier. L'étude est réalisée par WIM Sénégal, Women in Mining Sénégal. La structure veut porter le plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la gente féminine dans le secteur extractif. Un atelier s'est tenu en ce sens à l'Assemblée nationale. Ibrahima Khan nous en dit plus dans ce reportage qu'il a réalisé avec Lamine Diagne. WIM Sénégal a porté à la connaissance du public les résultats portant sur l'indice genre à Kédougou dans le secteur minier. Il ressort de cette étude que non seulement les femmes ne sont pas bien représentées, mais elles ne profitent pas du secteur. Aujourd'hui, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement par rapport à la prise en compte du genre dans le secteur extractif en général ou bien le secteur minier en particulier, l'évaluation objective à travers cet indice de genre pilote avec les données de référence collectées pour l'année 2021 a montré que la région de Kédougou est encore très loin de garantir une égalité ou bien une égalité entre les sexes ou une réduction des inégalités et disparités. Et ceci s'est démontré à plusieurs niveaux, par exemple les indicateurs qu'on a utilisés pour cette première phase de l'indice. Et donc entre une échelle de 0 à 100, le score global de l'indice étant de 44 sur 100, témoigne de la faiblesse, par exemple, des performances en ce sens. À travers cet atelier, WIM Sénégal veut engager les partenaires et décideurs dans une réflexion. Objectif, corriger ce déséquilibre noté dans le secteur extractif. Les femmes, n'est-ce pas, font le travail, mais que c'est les hommes qui récupèrent les valeurs et les femmes, les résidus. Et je crois que ce n'est pas normal que les femmes se battent, qu'elles laissent les maris à la maison, qu'elles laissent les enfants à bas âge et qu'elles viennent travailler et qu'en retour, elles ne trouvent pas les ressources nécessaires pour vivre. Et je crois que c'est l'objet de ce plaidoyer et les députés sont là. Ils sont là pour porter le plaidoyer au niveau du ministère des Mines, au niveau du gouvernement, afin que les populations, parce que vous savez que
l'Assemblée, c'est le Sénégal en miniature. Dans chaque coin, il y a un député qui vient. Donc, c'est le moment de porter le plaidoyer et dans les coins les plus reculés du Sénégal, voir la situation, aider les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand même, il faut que les femmes avancent. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour l'ONG de lancer officiellement la phase Thiès après Kédougou. L'objectif à terme, porter le plaidoyer pour une meilleure prise en compte des femmes dans le secteur extractif au Sénégal. Kédougou toujours avec le leader de Gums Bop en tournée dans le département à Khossanto, plus particulièrement Bougane Gueye Dany invite l'État du Sénégal à faire appliquer le code minier aux sociétés, une proposition qui survient après les affrontements entre forces de l'ordre et habitants. Ibrahim Diabakhate et Badara Diaby, reportage. L'application de l'arrêté numéro 33 du 16 août 2016 portant création des commissions de recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée au sein des communes est l'une des préoccupations des jeunes de la commune de Khossanto et ses environs. Une semaine après les affrontements survenus entre forces de défense et de sécurité et population, tous les regards sont maintenant braqués sur la gouvernance de Kédougou où se tiennent des rencontres de concertation en vue de trouver une solution définitive à ce problème. Bon, c'était l'objectif de la grève. Nous ne voulons pas de cela. Ce que nous avons dit, c'est que l'ancien arrêté soit maintenu. Ce que nous avons dit, c'est très clair. Donc il ne sera pas question de modifier, de remodifier la source. C'est ce qui a même déclenché les problèmes. Donc vraiment, la source était très claire. De revenir à l'ancien arrêté et c'est fini. Bon, c'est ce qu'on veut. Sur le terrain, les visites de condoléances se poursuivent après les membres de la société civile. C'est le leader de Gomsa Bop qui a rencontré la famille éplorée. Le code minier est clair. Les sociétés minières exploitantes dans la zone, 0,5% de leur chiffre d'affaires doit revenir à la population. C'est la loi. Le code minier dit l'État, par rapport aux redevances encaissées, 20% des redevances encaissées par l'État du Sénégal doit revenir à la population de Khossanto. Est-ce que vous avez reçu ça? Non. Mais une anomalie que l'État doit corriger. Au terme de cette visite, des prières ont été formulées à l'endroit des 2 victimes et un prompt rétablissement aux 14 blessés qui sont toujours en convalescence. L'actualité politique toujours avec cette déclaration du président de la coalition Benno Bokk Yakaar face à ses militants. Macky Sall a affirmé que ceux qui n'accepteraient pas la candidature d'Amadou Ba seraient exclus de la coalition. Une manière pour le chef de l'État de mettre en garde ses militants contre d'éventuelles dissidences. Dissa Prera et Adia Diallo, compte rendu. Macky Sall se veut clair et très clair. Seul Amadou Ba est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. À ce stade, toute autre déclaration de candidature venant de la coalition équivaut à une auto-exclusion de Benno Bokk Yakaar. Toute personne qui se réclame de notre coalition ou de notre parti qui déclare sa candidature sache qu'il s'est auto-exclu. Car on ne peut pas être dans une coalition et ne pas respecter les décisions prises par la coalition. Cela montre qu'on est mu que par son propre intérêt. Face à ces militants à New York, le président de la République précise et met en garde contre d'éventuelles autres déclarations de candidature. Pour Macky, la victoire d'Amadou Ba, c'est la victoire de Benno Bokk Yakaar. Que personne ne vienne vous dire qu'on a une autre stratégie autre que le candidat de Benno Bokk Yakaar qui est Amadou Ba. Pour rappel, depuis le choix d'Amadou Ba pour porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection, des voix discordantes se font entendre dans la coalition. Certains ont même décidé de faire cavalier seul. Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Mohamed Boun Abdallah Dionne ou encore Amadou Ba, 4 premiers ministres sous l'ère Macky Sall, 4 candidats à la candidature au présidentiel du 25 février prochain. De quoi susciter cette
d'interrogation. Le poste de Premier ministre au Sénégal fait-il nourrir des ambitions? Tout porte à le croire. Alassane Ba pour les détails. L'on peut s'imaginer que c'est un poste qui fait nourrir des ambitions au regard des différentes déclarations de candidature de tous les anciens PM du président Macky Sall. Ils sont tous dans la course, y compris l'actuel choisi par le président Sall. Amadou Ba n'a jamais voulu dévoiler ses ambitions, mais il était évident que l'actuel chef du gouvernement veut succéder au chef de l'État. Comme il le disait, sa position actuelle ne lui permettait pas de prendre certaines positions ou de faire certaines déclarations. Mais il veut. Et quelles sont ses chances? Lui, candidat de la coalition au pouvoir. D'après beaucoup d'observateurs, il a le profil. Mais c'est quoi exactement avoir le profil? Amadou Ba a eu à occuper pendant longtemps de hautes fonctions dans l'administration et le gouvernement. Il est celui qui a conduit le plan Sénégal émergent à ses débuts et jusqu'à nos jours. Le technocrate qu'il est a su se forger une personnalité politique en ayant dirigé les ministères de l'économie, des finances, du plan et des affaires étrangères. Mahammed Boun Abdallah Dionne, l'officialisation de sa candidature a surpris plus d'un. Et pour cause, l'homme s'est toujours montré très loyal à l'endroit du président Macky Sall. Mais cette fois-ci, il a décidé de franchir le Rubicon. Il a sûrement mesuré les conséquences de son choix. Boun Abdallah Dionne a eu à occuper le poste de PM pendant 5 ans. 5 années d'expérience aux côtés du président Macky Sall. Après sa nomination, Dionne livrait la 3e vision stratégique du chef de l'État. D'après beaucoup d'observateurs, il a été un bon PM, mais est-ce suffisant? Aminata Touré, pour elle, l'ambition n'est pas un délit. Elle disait, après avoir passé le témoin à Mahammed Boun Abdallah Dionne, qu'elle allait continuer à faire de la politique avec ou sans Macky Sall. Femme de poigne qui a bâti sa réputation en parcourant tout le Sénégal aux côtés du président Sall, puis en dirigeant le ministère de la Justice. Celle qui s'est toujours opposée à une 3e candidature de Macky Sall est présentée comme une personnalité courageuse et qui a assez d'expérience pour pouvoir exercer le pouvoir. À la tête de la coalition Mimi 2024, elle souhaite l'éradication définitive de la pauvreté au Sénégal. Abdoul Mbaye, premier PM de Macky Sall. Son ambition est de bâtir des institutions solides qui sauront résister aux dérives possibles des régimes à venir. Considéré par ses pairs comme un patriote nourri de justice, il estime que le pays a besoin de sang neuf, d'un renouvellement de génération de dirigeants désintéressés. Ces engagements des uns et des autres restent tout de même compréhensibles à un certain niveau, puisqu'un PM est celui qui est chargé d'assurer la coordination de l'action gouvernementale. Il fixe en principe ses orientations politiques essentielles. Alassane Ba, merci. La religion à présent avec la famille El Haj Ahmed Baro Ndioguen qui va célébrer son Maoulid. Le comité d'organisation est en plein dans les préparatifs. Plusieurs recommandations ont été formulées pour la réussite de l'événement religieux. Le reportage sur place est signé Charanta Diop et Seylatia. Un quartier situé dans la commune de Thiès-Nord, un quartier religieux qui accueille chaque année des milliers de pèlerins à l'occasion du Gamou. Le rythme de préparation ne laisse aucun service indifférent. Kër Mam El Hadj se prépare, Serigne Ousseynou Ndioguen, le président du comité d'organisation. su ko defee ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi koy waajal di ci woo adduna bi yëpp. Am na itam ay doléances. Nous sommes en plein dans les préparatifs. Nous avons des doléances relatives à la sécurité. Il y a beaucoup de gamous, certes. À la gendarmerie, nous leur demandons de faciliter la circulation des pèlerins, surtout la douane. Ay demande ay sàkkuteef yoo xam ne defoon nañ ko ci wàllu ñi nga xam ne ñooy force de défense yi. Masalan lu mel ni gendarmerie bi ñu ne Thiès jamono boobu gàmmu yi tabaarakallahu ñu demandé woon ci ñoom ñuy ñëw di gàmmu si ñu oyofal leen service su douane yi ñu defal ñu noonu. Le khalife de Mam El Haj Ahmed Baro Ndioguen rappelle aux talibés les enseignements de Mam El Haj Baro Ndioguen. mu ne dégg ngeen sunu kilifa yi li nga xam ni moom la ñu yëkkati ci ay kàddu wax ko ci ay comportement yu ñu war a am. Tout talibé doit bien se comporter. Notre vénéré Mam Ahmed Baro Ndioguen a conçu un modèle pour être entièrement au service des talibés. Nous avons des références. ci ay jikko yu ñu war a am
ci ay doxalin yu ñu war a doxee ci ay références yoo xam ni yàlla moo ñu ko tànnal. La 137e édition du Gamou de Kër Mame El Hadj sera célébrée dans un contexte particulier. Nous sommes en période d'hivernage. Selon le président du comité d'organisation, des dispositions importantes sont prises pour mettre les pèlerins dans de bonnes conditions de séjour. Je vous l'annoncer en titre, les rideaux sont tombés sur la 45e Assemblée Générale de l'UCS, l'Union du clergé sénégalais, qui marque les 50 ans d'existence de l'Union. Pas moins de 200 prêtres venus des 7 diocèses du Sénégal en présence des confrères de l'Église sœur de la Mauritanie. Cette rencontre avait pour thème cette année l'UCS hier et aujourd'hui, historique, figure marquante et perspective missionnaire. Les prêtres ont sanctionné ces assises par une messe solennelle au niveau de la cathédrale Notre-Dame des Victoires et une déclaration finale faite au détour d'un point de presse auquel ont assisté Daniel Diouf et Youssou Baro. Compte rendu. L'Union du clergé sénégalais est très reconnaissante des pionniers de l'organisation, des figures mémorables dans l'histoire de l'Église catholique au Sénégal depuis la création de l'UCS en 1973 à Ziguinchor. Il était en effet question de souligner le rôle essentiel des prêtres diocésains sénégalais et de rendre hommage à des personnalités telles que le cardinal Hyacinthe Thiandoum, Monseigneur Augustin Sagna, Monseigneur François-Xavier Ndione, Monseigneur Pierre Sagna et Monsieur Jean Alioune Diop, parmi tant d'autres qui ont joué un rôle significatif dans l'Église du Sénégal. Dans la déclaration finale de la 45e Assemblée générale jubilaire, une invite à l'État du Sénégal. L'Union du clergé sénégalais appelle à une rentrée scolaire et une présidentielle régulière et encore à la valorisation des potentialités des candidats à l'immigration illégale. Nous, prêtres de l'Union du clergé sénégalais, invitons l'État du Sénégal à tout mettre en œuvre pour la préservation de la paix sociale et de la dignité humaine, favoriser une rentrée scolaire ou académique paisible, veiller au bon déroulement de la prochaine élection présidentielle dans la transparence, l'équité et le respect du choix des citoyens. Nous, prêtres de l'Union du clergé sénégalais, exhortons nos concitoyens à promouvoir le dialogue interreligieux dans le respect mutuel et la compréhension pour une coexistence pacifique. Restez prudents face à l'instrumentalisation et à la manipulation des consciences. Valorisez leur potentialité pour le bénéfice de notre nation face au fléau de l'immigration avec son lot de mortalité et de drames. Et puis, les fidèles invités à davantage s'impliquer dans la bonne marche de l'Église catholique du Sénégal, autrement dit, devenir des co-acteurs de la mission confiée aux prêtres. Nous, prêtres de l'Union du clergé sénégalais, encourageons nos chers fidèles chrétiens à renforcer la collaboration avec nous en reconnaissant l'importance de notre complémentarité dans la mission de l'Église. Rechercher des moyens durables de financement pour assurer la pérennité des activités pastorales et la prise en charge des prêtres. Gratitude, reconnaissance, des prières à l'endroit du chef de l'État, Macky Sall, mais aussi une pensée pieuse pour les confrères prêtres rappelés à Dieu. Merci à Daniel Diouf qui vous reviendra sur la messe de clôture présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dimanche à 11h dans son émission Chemin de la foi. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté, mais restez avec nous tout de suite la deuxième partie de Soir d'Info.